Avant, vous notez quand même les questions si vous en avez. Alors, donc, ces 18 États mis ensemble, ça fait 16 millions de kilomètres carrés de superficie que nous gérons. Alors, on peut voir cette superficie au travers de cette tranche-là, la partie en jaune, là. Voilà. C'est l'espace aérien géré par la SECNA. Vous voyez, on a l'Afrique qui est là. On a ici, ça c'est dans l'océan. Voilà, mais c'est géré puisque les avions volent là. Donc, ce qu'on appelle FI, c'est un découpage en fait. L'OACI, qui est l'instance, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. C'est l'instance suprême même de l'aviation civile qui prend toutes les décisions pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Alors, l'OACI, pour mieux contrôler comment on appelle les différents, pour mieux contrôler la sécurité de la navigation aérienne, a subdivisé le monde entier en régions d'information des vols, qu'on appelle FIA. Donc, au niveau de l'Afrique, on a beaucoup de défis, mais les pays de la SECNA appartiennent à un certain nombre de filles qui sont au nombre de 6. On peut voir, vous voyez ici, Antananarivo, la fille Antana, qui regroupe le Madagascar. Ouais, je n'ai pas entendu lorsque vous avez cité, le Madagascar. Ensuite, on a la fille Dakar océanique. Donc, ça, c'est sur l'océan. On a Dakar terrestre, qui nous regroupe ici. Ensuite, on a Niamey, on a N'Djamena. Donc, voilà l'espace aérien géré par la SECNA. Donc, sur cet espace aérien-là, on a 30 aéroports au total. Bon, ça a un peu évolué, donc je pense qu'on a 31 maintenant. Alors, qu'est-ce que nous faisons sur ces aéroports? On fait ce qu'on appelle la fourniture des services de la navigation aérienne, en route, en approche et d'aérodrome. Alors, cette activité est gérée par des messieurs qu'on appelle les contrôleurs aériens. Donc, eux, leur rôle, c'est de considérer l'avion comme un point matériel qui se déplace dans l'espace, qui est vu au travers d'un radar ou d'un autre équipement de visualisation, ou même qui n'est pas vu, mais qu'on connaît sa position à partir des points de report, des reports que l'avion, le pilote fait au contrôleur. Le contrôleur positionne l'avion dans sa tête, il sait que l'avion est en train d'évoluer dans tel espace. Après, à chaque instant, l'avion est censé l'appeler. Donc, au fur et à mesure, il suit l'avion. Ça, c'était le contrôle, on appelle ça le contrôle procédure, c'est ce qu'on faisait avant. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on a un écran radar, on arrive à voir les avions. Donc, on a les services de la navigation aérienne. On va un peu devant, on verra c'est quoi les services. On fait aussi ce qu'on appelle la publication de l'information aéronautique. En aviation, rien ne doit étonner l'avion. L'avion doit être au courant, quand il dit l'avion, il parle du membre d'équipage au bord de l'avion. Il doit être au courant de tout ce qui se passe sur l'aéroport de départ et aussi sur l'aéroport de destination, aussi en route. C'est très important pour un avion. Comme j'ai dit tout à l'heure, de par sa vitesse, l'avion ne peut pas en lui-même éviter des obstacles assez facilement. Donc, il faut donner l'information sur tout. Je prends un exemple. Un avion qui quitte ici pour aller à Bamako. On sait que la piste d'atterrissage de Bamako, c'est 3000 mètres. Pour des raisons de travaux, cette piste-là, une partie est dégradée et il ne reste que peut-être 2500 mètres. Alors, si l'avion qui quitte Abidjan n'a pas l'information que la piste là-bas, c'est 2500 mètres maintenant parce qu'il y a une partie qui est dégradée, c'est grave. Voilà, c'est très grave parce que lui, il considère qu'il va se prêter pour les 3000 mètres et arriver là, il va se casser la figure. Donc, les messieurs qui gèrent l'information aéronautique sont censés avoir toutes les informations sur les différents aéroports, sur les équipements, si tel équipement en panne, et ils émettent ce qu'on appelle un NOTAM à l'ensemble des avions. Et le pilote qui doit effectuer un vol, il a l'obligation, avant de commencer son vol, de déposer un plan de vol. En partant de déposer un plan de vol, on lui communique toutes les informations sur sa route, parce que quand il dépose le plan de vol, il indique où il va. À partir de là, on lui communique toutes les informations sur sa route, sur son aéroport de destination. S'il peut poursuivre le vol, il le fait. S'il ne peut pas, alors il reporte le vol. Donc ça c'est ce que nous faisons aussi. Ensuite, on a la prévision et la transmission de l'information dans le domaine de la météorologie. La météo est très importante pour l'aviation civile. Aujourd'hui, par mauvaise météo, un avion peut avoir des problèmes. Donc, comme on le dit, à partir du moment où on connaît le plan de vol du pilote, le pilote doit se rendre à la météo, au service météo, pour prendre aussi les informations météo. Quel sera le vent sur les tranches d'espace qui sont sur sa route?
quels seront les vents qui lui seront favorables, et puis voilà, donc il a besoin de toutes ces informations. Donc au niveau de la SECNA, on a des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui font aussi la météo, on a des techniciens aussi qui font la météo pour mettre à la disposition de la navigation aérienne et des pilotes. Ensuite, ici, on a la définition des spécifications relatives au fonctionnement des systèmes. Voilà, nous utilisons des moyens techniques pour faire notre travail. Alors ces moyens techniques-là doivent être fabriqués, nous on ne les fabrique pas, mais il faut connaître les besoins. Il faut savoir que c'est tel moyen nous avons besoin. Il faut pouvoir l'installer, il faut pouvoir maintenir ces moyens en bon état de marche. Alors les services qui s'en occupent, c'est les services de maintenance génie civil et les services de maintenance radioélectrique. Comme je vous ai dit, l'avion laboratoire par exemple, voilà, les gens ils volent pour calibrer les équipements. Donc on a des ingénieurs encore dans ce domaine. On a des techniciens supérieurs, on a des techniciens qui font aussi ce travail. Et dans le domaine aussi de la télécommunication, comme le Michel là, et les avions communiquent beaucoup. Un avion ne peut pas rester seul en l'air sans pouvoir être en contact avec le sol. Il est tout le temps en contact avec le sol. Depuis le départ, avant même de mettre en marche ses moteurs, il sollicite la tour de contrôle. Une fois qu'il met en marche les moteurs, il sollicite encore la tour de contrôle. Et il reste en contact avec la tour de contrôle jusqu'à ce qu'il sorte de l'espace de la tour. La tour le transfère à un autre organisme, l'autre organisme le transfère à un autre organisme, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure de son évolution, on le transfère d'un organisme à un organisme. Quand on parle de transfert, c'est de lui indiquer une fréquence sur laquelle il va se connecter pour pouvoir joindre le contrôleur prochain. Par exemple, un avion qui va en France, voilà, il quitte ici, à un moment donné, il sera avec la tour, à un moment donné, il sera avec l'approche, après, il sera avec le CCR. Quand il sort de l'espace de la Côte d'Ivoire, on le transfère soit au Burkina, s'il doit passer par là ou à Bamako. Quand il va sortir de l'espace de Bamako, ils vont le transférer à l'Algérie, ainsi de suite jusqu'en France. Voilà, il n'est jamais seul. Alors pour ce faire, c'est des messageries, c'est des communications. Alors il faut surveiller ces équipements-là. Donc ce monsieur est censé voir, lui il est censé surveiller que les systèmes qui lui permettent ces communications fonctionnent. Et puis il voit le taux de dès qu'il y a un problème, il faut qu'il signale. Les messages, on a beaucoup de messages qui passent. C'est-à-dire qu'on peut écrire des SMS au pilote pendant qu'il est en l'air, ces SMS transitent par la télécommunication, donc il faut surveiller toutes ces choses. Donc en gros, voilà un peu les métiers. Et puis à côté, voilà, ce bonhomme qui circule là, comme je vous ai dit, vous ai présenté son véhicule là-bas. Lui-même, c'est comme ça il est, c'est un pompier d'aéroport. Ça aussi, ça fait partie des métiers du renseignement. C'est-à-dire que toutes les dispositions que nous prenons, le PI peut arriver. Mais avant même le PI, si on n'a pas la présence des pompiers sur un aéroport, aucun avion ne va venir. C'est un élément très important pour un aéroport. Et en fonction des moyens qu'ils ont, on peut recevoir des plus gros avions. S'ils ont des petits moyens, c'est des petits avions que nous allons recevoir. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le niveau de sécurité. Donc, on définit d'abord un niveau de sécurité. Par exemple, nous, notre niveau de sécurité ici, c'est le niveau 9. Ce qui nous permet de recevoir l'A380. On peut recevoir l'A380. L'A380 ne peut pas aller sur certains terrains parce que le niveau de sécurité ne lui permet pas d'atterrir là-bas. Et les conditions de la piste aussi. Parce qu'il y a la largeur et la longueur de la piste. Voilà, à côté de ça aussi, nous avons des écoles. Tous ces métiers que vous voyez, la SECNA ne les recrute pas ailleurs. On les forme. Maintenant, on a 3 écoles de formation. Je vous ai indiqué déjà l'IAMAC, l'école qui est à Niamey, qui forme les maintenanciers, les contrôleurs, les météos. Ensuite, les pompiers, ils sont formés au Cameroun. On a une autre école là-bas qu'on appelle l'ERCI. Ensuite, on a une autre école à Dakar qui est une école de perfectionnement. Voilà, au fur et à mesure, on a des déperditions, il faut aller les perfectionner. Donc, la SECNA gère ces écoles. Et aussi, on fait d'autres prestations d'études et de services pour d'autres pays qui ne sont pas membres de la SECNA. Donc, en nos sein, on a des gens qui sont des experts dans plusieurs domaines qui peuvent aller apporter les concours à d'autres pays pour développer soit des procédures de vol, soit faire d'autres choses. Donc, voilà les métiers de la SECNA. Je suppose que vous avez pris bonne note parce que les questions vont venir après. Alors, on poursuit. On a presque fini. Tout à l'heure, je vous parlais du contrôle. On va s'apaisantir sur le contrôle aérien. On a cité les autres métiers, mais on ne rentrera pas en détail dans les autres métiers. On va rentrer plus en détail au niveau du contrôle, et spécifiquement la tour de contrôle, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, la tour de contrôle.
Oui. Oui, si tu me permets, je voulais ajouter quelque chose dans l'organisation. Bon, il a présenté plus ou moins les états membres de la SECNA. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SECNA a une direction générale. Et la direction générale se trouve à Dakar. Dans chaque pays, vous avez une représentation de la SECNA. Donc, le représentant qui est là, il fait office de directeur général dans le pays dans lequel il exerce. Donc, c'était une précision aussi que je voulais ajouter par rapport à. D'accord, merci bien, voilà, merci beaucoup. Voilà, donc tout à l'heure, vous connaissez déjà cette image, hein? C'est les différents filets qui montrent un peu l'espace aérien que la SECNA gère. Donc, dans ces espaces-là, comme j'ai dit, il y a 6 filles, il y a 18 TA. Voilà, vous allez dire ITA, c'est quoi? D'abord, voilà, il y a CTR, on va commencer par la CTR. Donc, on voit ici 28 TMA CTR, on voit des FIS, on voit des UTA. C'est très important pour le découpage vertical. Comme il a dit, chaque représentation gère un espace aérien qui est découpé verticalement. Vous voyez, les contrôleurs que vous allez voir là, tout, ce n'est pas eux qui font tout le travail. On a un autre groupe de contrôleurs, mais ils sont cachés, on ne les voit pas. Pas qu'on ne les visite pas, mais ils ne sont pas visibles, mais ils font le plus gros du travail. La tour aussi fait une partie. Donc la tour travaille dans un espace qu'on appelle la CTR. Voilà, la zone de contrôle, comme on le dit. La CTR, c'est juste un cylindre, voilà, comme tout le monde est scientifique là. Un cylindre centré sur un équipement qu'on appelle le VOR. Cet équipement-là rayonne dans les 360 degrés. Et ce rayonnement permet de tracer des routes. Voilà, aujourd'hui, les avions vont sur des routes, on a une route magnétique. Les routes magnétiques sont orientées. C'est des routes orientées en degrés. On peut avoir la route 293 degrés, la route telle route, voilà, parce que c'est l'équipement-là qui rayonne. Alors, donc, il est centré sur cet équipement qui rayonne dans un rayon de 15 nautiques. Retenez qu'un nautique mile fait 1,852 km. Voilà, ça veut dire 852 mètres. Donc, vous pouvez faire le calcul vous-même. Donc, il est là, il est centré sur un cylindre qui a pour base un cercle de 15 nautiques et une hauteur de 900 mètres. Voilà la tour des contrôles. Donc, c'est un petit cylindre, un volume. Donc, les 15 nautiques, ça fait à peu près 28 km, voilà, quelque chose comme ça, et puis 900 mètres. Donc, les avions qui seront dans cet espace-là sont gérés par la tour. Donc, vous voyez, le champ d'action de la tour ne va pas aussi loin. Pourquoi? À cause de la fréquence utilisée. La tour utilise une fréquence pour gérer les avions. Alors, les capacités de cette fréquence, la portée de cette fréquence ne peut pas dépasser l'espace qu'on a défini. Donc, à partir de là, le rôle de la tour finit là. Ensuite, vous voyez un avion qui commence, il continue, ça va monter. Alors, on a un autre groupe on a un autre espace qu'on appelle TMA. C'est l'espace qui est un peu au-dessus. Donc, l'espace qui est au-dessus, c'est la TMA. Donc, ça commence son plancher, c'est les 900 mètres. C'est aussi un autre cylindre qui commence à 900 mètres et qui va jusqu'au niveau de vol 145. Le niveau de vol. C'est quoi le niveau de vol? Le niveau de vol, pour que vous compreniez plus vite ce qu'on appelle le niveau de vol, c'est que on a des références. Pour mesurer la distance verticale d'un avion, c'est assez simple. Qui sait déjà comment mesurer la distance verticale d'un avion? Ça veut dire qu'un avion vole, et puis on lui dit qu'il a 12 000 mètres, 12 000 pieds ou bien 10 000 pieds, quelque chose comme ça. Comment on mesure? Qui a déjà été curieux pour chercher à savoir? Est-ce qu'on prend un instrument depuis le sol, comme ça, et puis jusqu'à l'avion? Ou bien selon vous, comment ça se fait? Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cherché. C'est juste une différence de pression. Voilà pourquoi la météo est très importante. C'est une différence de pression. Vous voyez, quand on est au sol, on a une pression au niveau du sol, jusqu'à un certain niveau. Donc, au niveau de l'aviation, nous, on a considéré cette pression évolue, varie d'une région à une autre. Mais nous, on a considéré cette pression-là, on a considéré ça à 1013,25 hectopascal. Dans l'aviation, on considère cette pression 1013,25 hectopascal. Alors, au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'espace, cette pression-là diminue. Donc, ça diminue en fonction de là où se trouve l'avion. Il y a une autre pression là-bas. Et l'avion a des équipements en lui pour calculer cette pression. Donc, la différence de pression. Donc, si l'avion se trouve, on prend la référence 1013, l'avion se trouve à une pression où il fait 750 hectopascal par exemple, on fait la différence.
une différence. 1 hectopascal fait 8, quand on convertit 1 hectopascal, il fait 8,5 mètres. Donc cette différence-là, il y a un calculateur à bord de l'avion qui calcule cette pression et puis qui donne la distance verticale de l'avion. C'est comme ça. C'est aussi simple comme ça. Donc quand l'avion doit atterrir sur un aéroport, on a un service météo qui mesure la pression sur la piste d'atterrissage, la pression au sol, qui ramène ça au niveau moyen de la mer. Alors avec cette pression-là, le pilote sait à quelle distance il est du sol. Ça veut dire si le météo se trompe sur la pression, alors 1 hectopascal de plus ou de moins, ça fait 8,5 mètres de plus ou de moins. Alors l'avion, il va penser qu'il est déjà au sol. En temps, il lui reste encore 8,5 mètres, donc il va se poser un peu plus fort. Vous allez voir qu'il y aura des... Voilà. Ou bien, il est encore plus haut. Voilà. Donc le météo, il doit vraiment être très strict sur la pression. Donc c'est comme ça qu'on calcule la pression. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on se cale sur le 1013 et qu'on a la pression de l'autre côté, quand on mesure, par exemple, on peut avoir 10 000 pieds. Un pied, 10 pieds, considérez que 10 pieds font 3 mètres. En aviation, on utilise comme ça les pieds. On utilise les nautical miles, on utilise les pieds. Voilà, 10 pieds font 3 mètres. Donc, vous pouvez faire une règle de 3. Donc, si moi, je vous donne 20 000 pieds, ça fait combien? Si 10 pieds font 3 mètres, 20 000 pieds va faire combien? Je veux ça en 10 pieds font 3 mètres. Vous faites les règles de 3, non? Voilà, 20 000 pieds. Vous faites quoi? Vous divisez d'abord par... Vous multipliez par 3 et puis vous divisez. Voilà. Donc ça fait combien? 6 000 mètres. Les 6 000 mètres là, vous divisez par 100. Ça fait combien? Voilà, donc cet avion il se trouve au niveau de vol 60. C'est comme ça qu'on calcule. Donc quand on parle du niveau du vol, c'est d'abord connaître l'altitude pression de l'avion divisé par 100. Ça fait le niveau du vol. Donc quand vous allez entendre que cet avion il vole au niveau du vol 120, s'il vole au niveau du vol 120, ça veut dire quoi? Il faut multiplier déjà par 100. Donc ça, au niveau du vol 120, ça va faire combien? 12 000. Non, c'est en pied d'abord. 12 000 pieds, et puis vous pouvez ramener en mètres. Vous allez voir, avec la règle de 3. Voilà, mais ça se fait automatiquement. Donc c'est comme ça qu'on mesure la distance verticale. Voilà, donc j'étais là, sur la TMA. Donc la TMA, c'est un volume d'espace, comme je disais, qui a pour plancher 900 mètres et qui va jusqu'au niveau de vol 145. Donc vous pouvez comprendre maintenant quand je dis niveau de vol 145. Voilà. C'est bon, hein? Ok. Donc, son plafond, c'est le niveau de vol 145 et il a un rayon, il est toujours centré sur le vol. Hein. Excusez-moi. C'est là, voilà, c'est là que j'étais. Lui, il a un rayon de. La TMA 1 a un rayon de 80 mètres. Et 80 nautiques, moi. 80 nautiques. Donc, plancher 900 mètres, plafond, niveau de vol 145. Niveau de vol 145, rayon 80 mètres. Donc on est d'accord que l'avion ne s'arrête pas dans cet espace. Il poursuit son vol. Donc on a une autre TMA, une deuxième TMA. À Abidjan, on a deux TMA. Qui commence au niveau du vol 145 et qui va jusqu'au niveau du vol 245. Ça, c'est la deuxième TMA. Ensuite, on a du niveau du vol 245 jusqu'à illimité. Ça, c'est l'UTA. Donc c'est ça qu'on appelle l'UTA. Quand vous entendez l'UTA. Donc ces UTA-là, on en a 10. Et ils couvrent tout le territoire ivoirien. Et ils sont gérés. L'UTA est géré par un type de contrôleur qu'on appelle le contrôleur CCR, contrôleur régional. Les TMA sont gérés par ce qu'on appelle le contrôleur d'approche. Les TMA, c'est au fait, c'est quoi? C'est quand l'avion est en montée, il est dans cet espace, ou bien un avion qui arrive sur le terrain, lorsqu'il amorce sa descente, il rentre dans cet espace. L'avion a 3 phases de vol. D'abord, oui. Oui, on peut représenter par un schéma, d'accord? J'explique. D'accord. Je vais voir ça tout à l'heure. Ok, la récente, ça sera plus rapide, plus facile à comprendre. Oula. Ah oui, vous avez travaillé, vous n'avez pas effacé. Vous pouvez effacer. Je peux s'effacer. Ah, tu peux continuer. D'accord. Ok, je prends un marqueur. Ah, ok, on a des marqueurs ici. Ok, d'accord. On va voir si on peut vous représenter ça rapidement.
Ok, c'est bon. Juste une minute. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais que je présente déjà? Les différentes phases de vol, Oh, oui. ou bien les TMA. Du départ au sol. Voilà, au sol, la montée, la croisière, la descente au sol. Maintenant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà, on a, voilà, pour vous faciliter qu'il a raison, on a les 15 nautical miles ici, on a 900 mètres, après, on a ça, on a niveau F145, et ici, c'est tout juste centré sur cet équipement-là, qui fait 80 nautiques. Après, voilà, on a ça jusqu'ici, niveau du vol 245. Et lui, il est centré sur le même équipement, le VOR, et qui fait 150 nautiques comme moi ici. Et après, on a l'UTA, qui est jusqu'à limiter. Alors, donc, dans cet espace, comme on a dit, l'avion est au roulage, il roule. Après, il monte, il fait sa montée, et puis Géron, il est en croisière à partir de là-bas. Donc, ce schéma que vous voyez, voilà, l'avion, il roule, il monte. Donc, quand il monte, ici, c'est la CTR. Comme je vous ai dit, la CTR, on a une petite partie de la montée. Ensuite vient la TMA. Et puis ici, ça sera l'UTA. Mais je rappelle qu'il y a des avions qui font les croisières, des petits avions qui ne font pas assez haut, ils font les croisières quand même dans la TMA. Voilà. Et puis après, à la descente, c'est la même chose. On a la TMA, voilà. Donc ici, c'est géré par la tour de contrôle. Quand on dit tout, ici, c'est un organisme qu'on appelle approche. Ici, c'est un organisme qu'on appelle CCR, que vous allez voir. Et c'est pareil, sur l'aérodrome d'arrivée, on a aussi l'approche. Et aussi, on a la tour après. Alors, dans les centres à SECNA, il existe, on n'a souvent pas d'approche. Donc, on a la tour et le CCR. Donc, les deux s'associent pour gérer cette montée ou cette descente-là. Mais nous, à Abidjan particulièrement, on a les trois organismes. Donc, les tâches sont bien partagées. Voilà, c'est bon, c'est assez compréhensible maintenant. Ok, donc on va poursuivre. Ok, donc on poursuit. Donc, dans cet espace-là, cet espace, vous voyez, on a des classes d'espace A, B, F, G. Nous, notre espace, c'est un espace de classe D, les routes sont de classe A. Ça, tous ces codes-là signifient quelque chose. Quand on est D, ça veut dire un certain type d'avion qu'on peut avoir, les conditions. Il faut avoir les radios, tu ne peux pas voler sans les radios, voilà, ça on ne va pas rentrer dans les détails. Donc les organismes, comme je vous ai cité tout à l'heure, voilà, la tour, l'approche, le CCR et le CIV. Alors, le schéma que je vous ai fait tout à l'heure, dans ce schéma-là, on a une partie de l'espace qui est un espace contrôlé, où quand un avion arrive dans cet espace, on doit lui rendre un service de contrôle. Nous, on a des espaces qui ne sont pas des espaces contrôlés, mais le pilote est en contact avec la tour, les organismes de contrôle, mais on ne lui rend pas un service de contrôle, mais on lui donne un service, on lui donne l'information de vol, et puis la lettre. C'est ça qu'on appelle CIV. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, c'est des espaces non contrôlés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le contrôle? Le contrôle, c'est quoi? C'est là, on va avancer un peu. Faire du contrôle, c'est faire ces 5 fonctions-là. C'est ça qu'on appelle le contrôle. Abordage. Quand on parle d'abordage, ici, dans nos jargons, ici, l'abordage, c'est le fait que deux avions se rentrent en collision, c'est ce qu'on appelle la collision en l'air. Comme ça, on appelle ça de l'abordage. Ou bien ils se rapprochent dangereusement. Donc, le rôle du contrôleur, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, il a un rôle anti-abordage. Il doit gérer, il doit utiliser les procédures qui sont à sa disposition, faire en sorte que les avions ne se rapprochent pas dangereusement ou ils ne se rendent pas dedans. Donc là, ça fait partie du contrôle. Là, quand on dit on fait du contrôle, c'est que je guide les avions de telle sorte qu'ils respectent les distances réglementaires qui sont établies et qu'on n'arrive pas à ça. Collision. Quand on parle de collision ici, c'est différent de l'abordage. Collision, c'est lorsque l'avion rentre en contact avec un objet fixe depuis le sol, soit une montagne est fixe et l'avion vient toucher cette montagne. Ou l'avion est au sol, un autre avion est parqué, cet avion touche cet avion, ça c'est une collision, ainsi de suite. Ou bien un objet, une voiture, un avion tape une voiture, voilà, ça c'est des collisions.
Ensuite, la régulation. Comme je vous ai dit, l'avion est très rapide. Il va à 900 km/h. Il ne faudrait pas que par nos fêtes, on puisse retarder l'avion. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de retarder l'avion. Donc, il faut que si on doit retarder l'avion, il faut que ça soit pour une raison valable, soit une raison météo, soit une raison de sécurité. Mais sinon, si en dehors de ça, il faut réguler le trafic. C'est-à-dire qu'il faut évacuer le trafic, faire en sorte que l'avion puisse passer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a deux avions qui arrivent sur un même point. Le contrôleur peut dire à l'avion, toi, prends ce cap-là, va te promener là-bas, après tu vas revenir. Le pilote, il va exécuter. Puisque lui, il ne sait pas pourquoi tu lui dis de faire, il va le faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi tu vas dire à cet avion d'aller comme ça? Pourtant, il doit aller comme ça. Si au moins il y a un mauvais temps, il doit éviter, ça c'est une raison valable. Mais s'il n'y a pas de raison valable, tu fais ça, tu seras sanctionné. Donc, voilà pourquoi ça arrive dans ses fonctions. Il doit faire la régulation, il ne doit pas faire balader les avions n'importe où. Voilà. Ensuite, on a l'information. L'information, comme j'ai dit, l'agent qui est au bureau de piste, là, l'agent AIM qui donne les informations sur les aéroports d'arrivée, les équipements. Il n'a pas toutes les informations. C'est vrai qu'il a des informations qu'il maîtrise, mais pendant que l'avion est déjà en l'air, il y a d'autres informations qui arrivent. Lui, il n'est plus efficace. Parce que là, lui, il est au sol, il a fini d'envoyer ses messages. Le pilote est déjà à bord de l'avion. On a d'autres informations complémentaires. C'est le contrôleur maintenant qui doit donner l'information au pilote. Donc, le contrôleur a un rôle aussi d'information. Ensuite, l'alerte. L'alerte, c'est qu'un avion peut avoir un problème. Un avion on peut perdre la communication radio avec un avion. C'est très dangereux. À partir du moment où un avion ne nous répond plus, ça, c'est la panique. Parce que là, bon, maintenant, le radar. On peut le voir toujours, on sait qu'il évolue toujours. Tant qu'il n'a pas encore disparu au radar, c'est qu'il est encore en vol. Mais avant, quand il n'y avait pas le radar, c'est la panique. Il ne répond pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc là, il faut alerter les services de secours. On a un plan, on a une procédure d'alerte. Il faut déjà activer les différents types d'alertes pour chercher l'avion. Donc là, comme ça, on a la base aérienne qui joue le rôle de ça, c'est Search and Rescue, et c'est eux qui, quand on a un problème avec un avion qui est tombé quelque part ou qui est perdu, on est obligé de dépêcher notre avion pour aller le chercher. Donc le contrôleur, il a pour rôle de faire toutes ces choses. Donc en faisant ces 5 fonctions, on dit que tu es en train de faire du contrôle. Voilà. Maintenant ici, ça c'est le service, les autres services. Ça, on fait ces services, mais ça c'est pas de information et alerte. Ça on peut les faire, mais c'est pas du contrôle. Ok. Voilà, ça j'ai déjà expliqué. Les CTR là, on a Abidjan, on a la CTR d'Abidjan, en orange là, ça c'est la CTR d'Abidjan. On a une autre CTR à San Pedro, on a une autre CTR à Yamoussoukro. Boaké, on en avait, mais c'est plus activé, on n'a plus de contrôleur là-bas, voilà, depuis la crise. Voilà, mais là, c'est pas nous qui gérons, nous on gère simplement Abidjan. San Pedro, l'intérieur du pays, c'est la Solexa, c'est un autre organisme là-bas, c'est eux qui gèrent les espaces aériens comment on appelle, les CTR de l'intérieur. Mais nous gérons l'espace aérien qui les entoure. Seulement quand l'avion veut descendre pour aller atterrir sur l'aéroport, alors on les passe à la Solexa. Mais tant qu'ils circulent, même au-dessus de leur CTR, c'est nous qui gérons. Donc, la dernière chose que je vais dire au niveau de l'espace aérien, il faut savoir que l'espace aérien est très morcelé. On a des espaces aériens à statut particulier. On ne circule pas partout. Les avions n'ont pas le droit de voler partout. On a des espaces aériens militaires où l'avion ne doit pas survoler. On a des zones réservées. On a des zones dangereuses. Vous voyez, il y a des zones interdites. Par exemple, il est interdit de survoler le 43e Bima. C'est un camp militaire. Il est interdit de survoler le camp d'Akuido. Ça, c'est publié. On publie ça. Tous les pilotes sont au courant. Et nous, on veille à cela aussi. On ne survole pas aussi, par exemple, le plateau à une certaine altitude, voilà, ainsi de suite. On a des zones réglementées. Il y a des zones où on peut voler, mais à partir du moment où il y a une activité qui doit se passer là-bas, à partir de ce moment, on nous informe. On nous dit, les militaires nous informent, on nous dit demain, sur le camp Akoido, on va faire des sauts de parachutisme. Donc, demain, voilà, de telle date à telle date, nous, on a besoin de l'espace là. Donc, on fait en sorte de ne pas faire entrer l'avion dedans. Les avions contrôlent. Ça, c'est le rôle du contrôleur. On est obligé de faire ça. Le pilote met l'information, mais lui, nous aussi, on se charge qu'il applique. Ensuite, on a des zones dangereuses où on fait des tirs. Voilà. Donc, l'espace aérien que vous voyez, c'est pas partout on peut voler. Les équipements de communication, navigation, surveillance, comme j'ai dit, pour jouer nos rôles, ce que je viens d'expliquer, toutes les fonctions que le contrôleur a, il a besoin d'un réseau au sol, qu'on appelle le réseau des services fixes de télécommunications aéronautiques. C'est lui qui s'en occupe.
Alors, on a besoin aussi d'un micro et on a besoin aussi de l'ATSDS. Ça veut dire quoi? Le contrôleur à Abidjan, tout de suite, si un avion doit aller à Ouaga, il faut que lui puisse appeler Ouaga pour dire à telle heure je t'envoie un avion. Donc, ça, c'est cet équipement-là qui gère ça. On a la VHF, ça c'est le micro avec lequel le contrôleur échange directement avec l'avion. Quand l'avion est très loin, la VHF ne passe plus, il faut utiliser la HF. Et quand même il est sur l'océan que ça ne passe pas, il faut lui envoyer des messages, c'est PDLC. Donc là, c'est des messages comme des SMS, on l'envoie au pilote, et puis il répond. On dit qu'il est toujours là, il est en vol, voilà, tout va bien. Donc ça, c'est les équipements de communication, on utilise ça pour communiquer. Ensuite, on a la navigation, comme je vous ai dit, il y a le VOR qui trace un peu les radiales, qui permet de créer des routes. Ensuite, on a un équipement qu'on appelle DME, qui permet à l'avion de connaître sa distance par rapport à un point. Cet équipement mesure la distance au fur et à mesure. Ensuite, voilà, on a les ILS, ça c'est très important, qui permet à l'avion d'atterrir sur une piste. À côté de ça, on a des équipements de surveillance. Les surveillances, vous voyez, on a le radar, on a le top sky, on a l'ADSB. Alors, pour pouvoir remplir sa mission, le contrôleur fait ce qu'on appelle des séparations. Le rôle du contrôleur, on a des procédures. Les avions doivent se suivre au minimum à 10 nautiques. Deux avions qui se suivent de façon horizontale, ils doivent avoir 10 nautiques quand ils sont dans un certain type d'espace, ou bien 20 nautiques dans un autre type d'espace. Le contrôleur doit veiller à cela. Vous connaissez déjà nautique maintenant. Alors, donc on a la séparation aussi verticale. Les avions doivent être à 300 pieds, on l'a déjà dit, voilà, 1000 pieds. Ils doivent être à 1000 pieds, qui font 300 mètres. Ils doivent être 1000 pieds l'un de l'autre. Donc quand un avion vole, il est dans une enveloppe, l'avion est là. En bas, il faut 1000 pieds. En haut, 1000 pieds. Derrière, 10 nautiques. Ça dépend de l'espace. Devant, 10 nautiques. Donc cette enveloppe-là, un autre avion ne doit pas pénétrer. C'est sa zone de protection. Si un autre avion pénètre, lui-même il a des équipements à bord pour le signaler. Même si le contrôleur a oublié. Voilà ce qu'on appelle une route aérienne. Voilà, ça c'est des routes au ciel, on ne les voit pas, mais à travers les équipements on les voit. Voilà, ça c'est des routes. Voilà, vous allez les voir quand vous allez, c'est des routes. Pourquoi est-ce qu'on prend toutes ces mesures? Parce que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, mais on a des phases de vol qui sont très critiques. Par exemple, à l'atterrissage, vous voyez, les phases de vol les plus dangereuses. À l'atterrissage, on peut avoir, quand on calcule les accidents qu'on a, les incidents, on a 44% au niveau des atterrissages. C'est très critique. Au niveau des décollages, on a 25%, donc c'est les deux phases les plus critiques. C'est pour ça que sur les aéroports, il doit avoir des équipements pour aider le pilote à atterrir et à décoller. En descente aussi, voilà, c'est pareil. Mais après ça, en croisière, vous voyez, 5%. Pas l'avion en l'air, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on verra pourquoi. Oui, à la montée aussi 7%. Et quand on regarde les causes de tout ça, le facteur humain, il est très élevé. Oui, le facteur humain, on a 72%. Avant, c'était les équipements techniques de l'avion qui n'étaient pas assez performants. Mais aujourd'hui, les avions sont très performants. Donc, quand quelque chose arrive, la plupart du temps,